Qui est-il? D'où vient-il? Que veut-il? You want to know my name. You want to see my face. I'm the Deville. Bien, mes chers étudiants, de retour pour vos exercices d'arithmétique en cette période de coronavirus qui est censée ne pas passer par nous grâce à ces moyens technologiques extrêmement avancés que nous mettons en œuvre pour vous dispenser le savoir et la culture. Alors aujourd'hui, un nouvel exercice d'arithmétique qui va concerner la divergence de la série des inverses des nombres premiers. Donc c'est un résultat qui est très classique. L'intérêt de l'exercice ici réside dans la méthode combinatoire qu'il utilise. Hein, c'est toujours très élégant, les méthodes combinatoires. Alors, pour la résolution de cet exercice, on va faire un petit bilan de ce qu'on appelle les nombres entiers sans facteur carré. Et pour bien comprendre le passage combinatoire utilisé, alors, c'est un rappel, une petite digression pour commencer cet exercice. Hein. Alors, on commence par une définition. Hein. Un entier A supérieur ou égal à 1 est dit sans facteur carré. Alors, parfois, on dit aussi radicalaire, c'est d'ailleurs, à titre personnel, la terminologie que j'emploie. Si, quel que soit n supérieur ou égal à 2, eh bien n carré ne divise pas a. C'est-à-dire, autrement dit, eh bien, je n'ai pas un diviseur qui soit un carré. Notez qu'on demande que n soit plus grand que 2, parce que sinon, personne n'est sans facteur carré, puisque 1 au carré divise tout le monde. Donc la définition ne serait pas très intéressante. Alors le lemme, qui est assez évident et que je vous laisse en démonstration, si je prends a supérieur à 1, eh bien a est sans facteur carré. Si et seulement si, eh bien pour tout nombre premier, la valuation p-adique de a vaut 0 ou 1. C'est d'ailleurs pour ça que on utilise la terminologie radicalaire, puisque dire ça, c'est dire que dans la décomposition en facteur premier, les exposants sont égaux à 1. Bien, alors, je vous laisse la preuve de ce petit lemme en exercice. Elle ne repose absolument aucune difficulté. Il s'agit tout simplement d'appliquer le théorème de décomposition en facteur premier d'un entier. Bien. Alors, le point, c'est que ce qu'il faut comprendre grâce à ce lemme, c'est que, eh bien, si je considère un entier A et que je note P1 puissance alpha, PK puissance alpha K, eh bien, A est sans facteur carré. Si et seulement si, eh bien, les exposants ici, alors là, on convient généralement que, quand vous écrivez ça, on convient que les puissances ici sont non nulles, hein, c'est une convention. Ça, c'est juste dire que les puissances sont exactement égales à 1. Bien, donc exemple,
eh bien, 6 est sans facteur carré. Parce que 6, c'est 2 fois 3. Et par contre, vous voyez que 12, par exemple, n'est pas sans facteur carré, puisque 12, c'est 2 puissance 2 fois 3. Donc on voit aussi, avec la définition, que 4 divise 2. Bien, alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que le théorème des décompositions en facteurs premiers, il vous donne une bijection entre un certain produit cartésien d'entiers et l'ensemble des entiers. Alors, on va considérer SF, c'est l'ensemble des A supérieur ou égal à 2, sans facteur carré. Vous voyez, alors SF pour square free, puisque en anglais, c'est comme ça qu'on les appelle. Et ensuite, eh bien, je vais considérer les carrés, c'est-à-dire l'ensemble des n carrés, pour n qui parcourt n étoiles. Bien. Et j'ai une application tout à fait naturelle de SF croix C dans n privé de 0,1 et qui a un entier sans facteur carré et un carré, associe tout simplement le produit. Alors le point, c'est de comprendre que la proposition, c'est de comprendre, on va lui donner un nom à cette application, on va l'appeler θ, et donc le point, c'est que l'application θ est bijective. Vous savez, en combinatoire, évidemment, on travaille beaucoup sur les bijections, puisque les bijections ont le bon goût de préserver les cardinaux. Alors, on va montrer ça. Bon, je pourrais vous laisser en exercice. Une fois n'est pas coutume, je vais encore faire preuve de bonté pour vous montrer cette propriété. Alors, on va déjà montrer la surjectivité. Eh bien, elle repose essentiellement sur le théorème de décomposition facteur premier. Donc, si je me donne un entier m qui appartient à n privé de 0,1, eh bien, je peux écrire que m, c'est le produit de puissance de nombre premier distinct. Et on sait que cette écriture est unique. Donc, à nouveau, l'hypothèse ici, c'est que alpha i est non nul, quel que soit i. Voilà. La vraie décomposition, j'évite de répéter des 1. Bien, et ben, si vous avez ça, eh bien, en fait, le point, c'est de isoler ici les exposants qui sont pairs et ceux qui sont impairs. Donc, vous pouvez écrire, donc si alpha i est pair, eh bien, vous considérez rien du tout. Vous considérez ce que vous voulez, vous considérez, notez, bon, il va falloir recouper. Donc, soit alpha i est pair, soit alpha i est impair, ce qui vous permet de faire
une partition de l'ensemble 1K. Le TI, c'est l'ensemble des I qui appartiennent à 1K, tel que alpha I soit pair. Et vous notez J, c'est l'ensemble des I tel que alpha I est impair. Alors, évidemment, il s'agit d'une réunion disjointe. D'accord. Eh bien, vous considérez A qui est le produit des PJ pour J appartient à grand J. Et vous considérez petit n qui est le produit des I appartient à grand I, c'est PI puissance alpha I, fois le produit des J appartient à grand J de PJ puissance alpha J moins 1. Alors lui, bien à cause de ce qu'on a raconté précédemment, ça c'est certainement un square free. Et là, le point, c'est que comme alpha J est impair, eh bien alpha J moins 1 est pair. Donc ici, vous n'avez que des exposants pairs. Et dire que les exposants de la décomposition, l'évaluation pédique de la décomposition facteur premier, sont des nombres pairs, c'est exactement dire que n est un carré. Donc ça appartient au carré. Et vous constatez que, à cause de l'écriture, que a fois n est bien égal à m, c'est-à-dire que θ est bien surjectif. Bien, alors maintenant, venons-en à l'injectivité. Eh bien, je me donne A et A' qui vivent dans SF, et je me donne N et N' qui vivent dans C, et je suppose que eh bien, AN égale A'N'. Oui. Alors là, je vais utiliser l'écriture sous forme de produit infini. Hein. Je sais que chacun, je rappelle cette écriture, c'est que tout nombre entier supérieur à 2, il s'écrit supérieur à 1 si j'ai envie, il s'écrit de manière unique comme produit infini dp puissance vp de x. Donc il s'agit de montrer que A égale A' et que N égale N'. Donc si je prends P un nombre premier, eh bien je vais appliquer à mon produit c'est-à-dire Vp de 1 plus Vp de R, propriété de l'évaluation périodique, c'est Vp de A' plus Vp de N'. Alors, ce que je sais, c'est que ça vaut soit 0, soit 1, et ça vaut soit 0, soit 1, puisque c'est un nombre radicalaire, et que ça, c'est pair. Eh bien, si je fais la différence de Vp de N' moins Vp de N, ça va être Vp de A moins Vp de A', mais la différence de deux nombres pairs reste paire, et la différence de ces deux choses-là, eh bien, ça va vivre dans moins 1, 0, 1. Et bien, quels sont les nombres pairs dans moins 1, 0 ou 1? Eh bien, c'est exactement 0. Et donc ça implique que Vp de A égale Vp de A' et que Vp de N égale Vp de N'. Mais ça, c'est valable quel que soit P à partir à P. Donc, bien, comme j'ai des entiers positifs, dire qu'ils sont égaux, c'est dire que leur valuation pédique sont les mêmes pour tout P. Et donc, vous avez montré l'injectivité
de votre application θ. Bien, alors une fois qu'on a établi ce fait, donc c'est la fin de notre petite digression qu'on va utiliser un petit peu dans la suite, on va repartir sur l'énoncé. Donc il s'agit d'établir la divergence de la série 1 sur P. On verra à la fin, dans la question petit 3, qu'on peut même donner un comportement asymptotique à ça. On va voir que ça converge, ça diverge effectivement, mais très très lentement, une divergence d'escargot. Alors, on va formaliser un peu les choses. On se donne Pn, la suite. Alors, j'ai précisé croissante des nombres premiers, c'est souvent ce qu'on entend. Mais n'oubliez pas que quand une suite, c'est tout simplement une application de n dans un certain ensemble. Il n'y a aucune raison qu'une suite soit nécessairement croissante. Alors, l'intérêt de la prendre croissante, c'est que là, elle est bien définie. Elle est définie de manière unique, il n'y en a qu'une seule. Donc, je vais la faire commencer à 1. P1, ça va donc être 2. P2, 3. P3, 5. P4, 7. P5, 11, etc. Et voilà ma suite. Bien. Et on veut étudier la série des 1 sur Pn. Et on veut montrer, c'est l'objet des 2 premières questions de cet exercice, c'est de montrer que cette série diverge. Bien. Et on va raisonner par l'absurde, en supposant que... Donc je ne sais pas pourquoi j'ai mis des parenthèses ici, il n'y a pas besoin. Attention. Donc par l'absurde, on suppose que la série des 1 sur Pn converge. C'est-à-dire, voilà pourquoi j'ai mis des parenthèses, c'est-à-dire que la suite des sommes partielles converge. Bien, bah, si elles convergent, eh bien, je sais que la suite des restes, c'est-à-dire la suite des k supérieurs à n plus 1, mais 1 sur pk, eh bien ça tend vers 0. Il faut juste donner du sens à ça. Ça, par définition, c'est la limite de ma suite des sommes partielles moins la somme partielle. Donc ça tend bien évidemment vers 0. Bien, si ça tend vers 0, eh bien, vous obtenez immédiatement le petit 1. Vu que c'est une série à terme positif, eh bien, vous savez que quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un rang n, tel que quel que soit petit m supérieur ou égal à grand m, eh bien, ce terme-là, 1 sur pk, pour k supérieur ou égal à n plus 1, en valeur absolue, va être majoré par epsilon. Bien. Eh bien, il suffit juste de prendre epsilon égale 1,5, et le n qui vous est donné existentiellement dans cette propriété de convergence va vous donner le n qui est incriminé ici. Donc à nouveau, je peux lever les valeurs absolues puisque les nombres pk sont positifs, donc cette série-là est un réel positif. Bien. Alors, c'est évidemment cette hypothèse qui va tout faire flancher. Voilà. Et ça, bah, ça va se faire au prix d'un petit raisonnement combinatoire. Donc on se donne n'importe quel entier n, on va quand même, grand n, pardon, on va quand même le supposer supérieur ou égal à 1. Je voudrais juste faire une petite remarque avant de continuer. Le n ici est donné, hein, souvent, il faut faire un petit effort. Ici, n n'est pas variable, hein, souvent dans les énoncés, petit n c'est une variable discrète générique. Ici, le petit n est fixé une fois pour toutes. Hein. Donc, quand dans la suite de l'énoncé, je vais mettre petit n, c'est celui qui vérifie cette propriété. Bien, alors je me donne un grand n et je considère l'ensemble
des éléments de 1n qui sont divisibles par un certain pk pour k qui est supérieur justement à ce n plus 1. Bien. Alors on cherche à le dénombrer. On cherche à donner une estimation du nombre d'éléments. Eh bien, de manière générale, si x est un entier, si x est supérieur ou égal à 1, eh bien, le cardinal des h qui appartiennent à 1n tel que x divise h, ben, il faut comprendre ce que c'est que cet ensemble. C'est l'ensemble des multiples de x dans 1n. Donc ça, on l'a déjà fait bien des fois. On sait que c'est la partie entière de grand N sur x. Conclusion. Eh bien, si je regarde, alors là, il y a une première étape. Il y a une première étape, c'est que si je regarde pour k supérieur ou égal à n plus 1, si je regarde l'ensemble AK des h qui appartiennent à 1n, tel que pk, donc pour ce cas-là, divise h, eh bien je sais que ce que je viens d'expliquer ici, c'est que le cardinal de AK, c'est la partie entière de n sur pk. Mais le point, c'est de se rendre compte que l'ensemble A, c'est tout simplement la réunion pour k supérieur ou égal à n plus 1 des ensembles AK. Bien. Attention, ce n'est pas une réunion disjointe. Hein. H, il peut très bien être divisible par plusieurs nombres premiers différents. Donc, ce n'est pas une réunion disjointe, mais il n'en demeure pas moins que la théorie des cardinaux vous dit que le cardinal d'une réunion est certainement majoré par la somme des cardinaux. Alors ici, je vais obtenir une série, puisque j'ai une infinité d'ensemble. Donc le cardinal de A, il est certainement inférieur à la somme pour k supérieur à n plus 1 des cardinaux de AK. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je viens de le calculer ici. C'est la somme pour k supérieur ou égal à n plus 1 des n sur p puissance k, sur pk, pardon. Mais vous savez qu'une partie entière est majorée par son réel. Vous voyez que n devient muet. Et donc ça, c'est n fois la somme des 1 sur pk. Bon, seulement, vous avez supposé que cette somme-là, cette somme infinie-là, est majorée par 1,5. Donc ça, c'est très certainement majoré par n sur 2. Bon, et c'est ça qui va être absurde dans la suite. Hein, parce que la conséquence, c'est que si je considère l'ensemble B qui est le complémentaire de A, bien, puisque je suis complémentaire, la somme des cardinaux, c'est le cardinal de la réunion, c'est-à-dire n. J'ai carte de A plus carte de B, qui doit être égal à n. Et comme carte de A est plus petit que n sur 2, bah ça implique que le cardinal de B est certainement plus grand que n sur 2. Sinon, je ne pourrais pas avoir cette égalité-là. Et vous avez donc montré le petit a. Bien, alors, on s'intéresse maintenant aux éléments de B qui sont sans facteur carré. C'est-à-dire, on va s'intéresser à B intersecté avec SF, introduit dans la petite digression ludique de tout à l'heure. Alors, il faut comprendre ce que c'est que les éléments de B. Les éléments de A, donc j'ai X qui appartient à B, si et seulement si
bien, x est compris entre 1 et n. Bon, ça, c'est pas très enfin, ça va être important, mais c'est pas tellement ça. Donc, ne pas appartenir à, c'est n'être divisible par aucun pk. Donc, ça veut dire que quel que soit p appartient à p, si p divise x, alors p est égal à pk avec k qui est inférieur ou égal à n. Oui. Alors, on s'intéresse à B intéresse F. Les square free, eh bien, on sait que ce sont des produits de nombres premiers sans exposants. Donc, si x appartient à B, ça, c'est exactement dire que x peut s'écrire sous la forme P1 puissance alpha 1 jusqu'à Pn puissance alpha n. Oui. C'est-à-dire que dans sa décomposition en facteur premier, je n'ai que les nombres premiers variant de 1 à n. Je rappelle que le n, hein, c'est celui qu'on a trouvé ici. Hein. Ça a son importance. Ok. Et x plus petit que n. Bah, être radicalaire, c'est juste dire que les exposants ici valent 0 ou 1. Donc x appartient à B inter SF. C'est équivalent à dire que x égale P1 puissance alpha 1, Pn puissance alpha n, avec alpha i égale 0 ou 1. Et 1 xn. Bien. Ben vous voyez que B inter SF, si maintenant j'oublie cette condition-là, bien c'est inclus dans l'ensemble des entiers de cette forme-là. J'oublie la deuxième condition. Bien, et eu égard au théorème de décomposition en facteur premier, il y a une correspondance biunivoque entre ces entiers-là et les exposants, les n-uplets d'exposants. Vous demandez est-ce qu'ils vivent dans 0, 1. Donc ça, cet ensemble, il est en bijection avec 0, 1 puissance n. Hein, cette bijection, elle est facile. C'est que si je prends un couplet alpha 1 alpha n qui appartient à 0, 1 puissance n, eh bien je vais, donc cet ensemble, je vais l'appeler oméga. Ouais. Eh bien, à ça, j'associe l'élément P1 puissance alpha 1, Pn puissance alpha n. Alors, c'est bien une bijection. Hein. Le caractère injectif, il est clair, c'est le théorème de décomposition facteur premier. Il y a unicité de la décomposition facteur premier. Et pourquoi il est clairement surjectif? Tout simplement par définition d'oméga. Donc, vous voyez que ça, c'est une bijection, et donc ce que dit la théorie des ensembles, c'est que les cardinaux sont égaux, ce sont des ensembles finis. Donc ça implique que le cardinal d'oméga, c'est le cardinal de 0,1 à la puissance n. Seulement le cardinal d'un produit cartésien, c'est le produit des cardinaux. Lui, il est de cardinal 2, donc ça, c'est 2 puissance n. Bien, donc vous avez montré que votre ensemble oméga était de cardinal de puissance n, et B inter SF est inclus dans oméga. Donc ça implique que le cardinal de B inter SF est certainement plus petit que 2 puissance n. Et ça, c'est exactement la question petit b. Vous avez montré que l'ensemble des éléments de Q sans facteur carré est majoré par 2 puissance n. Bien, petit c, bah, c'est un résultat très très classique. Hein. C'est que le nombre de carrés dans un ensemble 1 petit x est majoré par racine de x. Ben, j'ai 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, etc. Je les énumère jusqu'à un certain L carré, et le plus loin que je puisse aller,
eh bien c'est demander que L carré soit le plus grand carré inférieur ou égal à x. Donc L carré est inférieur ou égal à x, qui est strictement inférieur à L plus 1 au carré. Et vous voyez que, eh bien, en prenant les racines carrées, ça équivaut à dire que L est inférieur à racine de x, qui est strictement inférieur à L plus 1. Et là, vous reconnaissez la caractérisation de la partie entière. Donc j'ai une majoration par racine de x. Bien, donc le nombre de carrés dans B, il suffit maintenant d'appliquer x égale n, voilà, et vous obtenez ce résultat-là. Et eh bien, si on rappelle ce qu'on a montré dans notre petite digression, hein, si on considère x qui appartient à 1n, eh bien, il existe un unique a qui appartient au square free, et il existe un unique m qui appartient au carré, tel que x soit égal à am. Oui. Bien. Le point, c'est que A et M, hein, la remarque, sous cette écriture-là, A et M sont certainement inférieurs à grand N, puisque c'est un produit, sinon X serait supérieur à grand N. Très bien. Si vous considérez maintenant les éléments X qui appartiennent à B, eh bien, vous voyez, donc ça je rappelle que PK ne divise pas X, quel que soit K supérieur à N plus 1. Oui. Eh bien, vous voyez que l'écriture, c'est assez facile, il suffit de l'écrire. C'est à nouveau le théorème de décomposition facteur premier. X égale à M, ça va impliquer, où A est un élément de SF et M est un élément des carrés, ça va impliquer que A et M appartiennent aussi à B. Parce que s'ils n'appartenaient pas à B, si l'un des deux n'appartenait pas à B, eh bien, apparaîtrait dans sa décomposition facteur premier un premier PK pour K plus grand que N plus 1, mais comme X est le produit, eh bien, ça serait contradictoire avec X appartient à B. Bien, et bien du coup, je vais considérer la restriction de θ à l'ensemble SF inter B croix C inter B. Oui. Et je vais remarquer la chose suivante, c'est que cette application est injective. Oui. Et ce qu'on vient d'écrire ici nous dit que l'image de cette restriction, puisque tout élément de B va s'écrire sous cette forme-là, l'image de cette restriction, elle va contenir l'ensemble grand B. Il se peut que ça soit plus grand. Hein. Imaginez que vous pouvez avoir ce qui peut se produire, hein, pour montrer que l'image peut être plus grande. Hein. Ce qui peut se produire, c'est que vous ayez un élément sans square free et un élément carré plus petit que B, mais tel que le produit soit plus grand que N. Voilà ce qui peut se produire. En tout cas, j'ai cette inclusion. Par injectivité de cette application, eh bien, je vais déduire que le cardinal de l'image, eh bien, c'est le cardinal de l'ensemble de définition, c'est-à-dire que le cardinal de SF inter B croix C inter B est très précisément égal au cardinal de l'image, et qui va donc être plus grand que le cardinal de B, par inclusion. Mais le cardinal d'un produit cartésien, c'est le produit des cardinaux. Et ce que vous avez fait dans la question précédente, vous avez majoré les... alors, celui-là est majoré par 2 puissance n, et celui-là est majoré par racine de n. Et donc, vous en déduisez, par passage au produit, que 2n racine de n est plus grand que le cardinal de b. Voilà. Alors maintenant, la conclusion est relativement immédiate, hein, parce que tout ce qu'on vient faire est valable quel que soit n. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 2,
eh bien, vous avez, j'utilise les doubles inégalités ici, vous avez n sur 2 qui est plus petit que le cardinal de P, et qui est plus petit que 2 puissance n racine de n. C'est-à-dire, j'utilise évidemment l'inégalité qui m'est donnée par les extrêmes, si je divise par racine de n, ça veut dire que racine de n sur 2 est plus petit que 2 puissance n. Seulement ça, c'est constant. Le n, c'est le n qui a été trouvé ici. Et ça, bah, c'est variable. Donc c'est évidemment absurde, puisque quand vous faites tendre grand N vers l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et donc, quelle était l'absurdité? Eh bien, c'est de pouvoir écrire ça. Donc, je ne peux pas écrire ça. Et si je ne peux pas écrire ça, c'est bien dire que la série est divergente. Voilà. Alors, pour clore cet exercice, on va s'intéresser au comportement de la suite. C'est l'objet du petit 3. Alors, pour s'intéresser au comportement de la suite des sommes partielles de la série 1 sur P, on va être obligé de faire un rappel sur ce qui est donné dans l'énoncé, hein, sur le théorème des nombres premiers. Alors, le théorème des nombres premiers, il assure que pi de n est équivalent en n à n sur log n. C'est-à-dire que pi de n, c'est le nombre de nombres premiers inférieur ou égal à n. Il s'agit d'un théorème énorme. Évidemment, c'est un des plus gros théorèmes de toute l'arithmétique. Il a été conjecturé par Gauss, et il a été montré par... alors, on l'attribue généralement à Hadamard et Lavallée-Poussin, indépendamment. En fait, Riemann a beaucoup contribué à ça. C'est une conséquence, la preuve de ce théorème est une conséquence, en fait, de l'étude de la... Pour être très précis, de l'étude de la fonction de zeta de Riemann sur la partie réelle 1. Ce qu'ont montré Hadamard et Lavallée-Poussin, c'est qu'il n'y a pas de zéro sur cette droite. Et ça, en fait, Riemann avait décrit comment on pouvait en déduire le théorème conjecturé par Gauss. Bon, je ne vais pas étendre, c'est un théorème absolument énorme. Ça dit, vous voyez, les nombres premiers se répartissent de manière un peu aléatoire. Et en fait, ce que dit ce théorème, c'est que si vous les comptez, la fonction de comptage, elle n'est pas du tout aléatoire. Elle se comporte de manière très lisse, comme une fonction n sur log n. C'est-à-dire, ça dit aussi que la densité, entre guillemets, de nombres premiers entre 1 et n, c'est 1 sur log n. Donc ça tend vers 0, la densité globale sur l'antenne est nulle, mais ça tend vers 0 assez lentement. Log n, ça tend lentement vers plus l'infini. Donc ça dit quand même qu'il y en a pas mal, des nombres premiers. Bien, alors on va admettre ce théorème. Et on vous demande de déduire de ce théorème un équivalent simple de la suite Pn. Bien, le point très simple, c'est que quel que soit n supérieur ou égal à 1, vous avez pi de P de n qui est égal à n. Pourquoi? Bien parce que qu'est-ce que c'est que pi de P de n? C'est le nombre de nombres premiers compris entre 1 et P de n. Mais P de n, c'est la suite croissante des nombres premiers. Donc il y en a évidemment autant que petit n. Alors une fois que j'ai ça, eh bien, je rappelle que Pn tend vers plus l'infini, évidemment. Eh bien, je vais utiliser mon équivalent ici et le composer avec Pn. Alors est-ce licite? Eh bien, la réponse est oui. Je peux toujours, si je suis au bon voisinage, composer à droite des équivalents. Ce que je n'ai pas le droit de faire, a priori, c'est de composer à gauche. Ici, je fais donc une composition à droite, et j'en déduis que n, qui est égal à pi de P de n, va être équivalent à P de n sur log de P de n. Bien. Je voudrais en tirer un équivalent simple de Pn, mais vous voyez que j'ai un log de Pn qui intervient ici. Alors, ce que j'ai le droit de faire dans les équivalents, en termes de composition à gauche, je vous rappelle, pour peu que vous soyez sur les bons voisinages, eh bien, il y a quand même quelques fonctions pour lesquelles je peux composer à gauche des équivalents sans prendre de précaution. L'une d'entre elles est évidemment
de manière célèbre la fonction log. Donc ça va impliquer que le log de n est équivalent au log de P de n sur log de P de n, c'est-à-dire log de P de n moins log log de P de n. Mais vous voyez que P de n tendant vers l'infini, cette fonction domine cette fonction. Donc en termes d'équivalent, ça c'est équivalent à log P de n. Donc j'ai log de P de n qui est équivalent à log n, et donc du coup j'en déduis l'équivalent simple que P de n est équivalent en n à n log n. C'est-à-dire que le nème nombre premier, eh bien, statistiquement, c'est à peu près n log n. Eh bien, une fois que j'ai ça, eh bien, je peux revenir à ma série. Oui. Eh bien, vous voyez que 1 sur P de n est équivalent à 1 sur n log n. Et les théorèmes généraux sur les séries vous disent donc que la suite des sommes partielles, ce sont des séries à termes positifs, il y a équivalence des termes. Donc ça va être équivalent en n à 1 sur k log k. Et là, bien, vous reconnaissez une série de Bertrand. Oui. La série de Bertrand, eh bien, elle va être équivalente à l'intégrale en n de dx sur x log x. Oui. Et ça, eh bien, vous voyez que c'est une forme u' sur u, où u égale log x. Donc ça va être équivalent à log n. Et on arrive à la conclusion. Bon, je m'étends pas, hein, le but c'est pas de faire un cours d'analyse. Ça, je vous demande de vous référer à vos cours d'analyse. Hein, c'est les cas bien connus, les comparaisons de séries intégrales. Ce qui donne un exercice très connu sur les séries de Bertrand. Les séries de Bertrand, c'est les 1 sur k puissance alpha log puissance bêta. Ici, vous avez alpha égale bêta égale 1. Donc ce résultat est une conséquence de ce que vous avez dû voir sur le cours sur les séries. Et donc vous arrivez au résultat final que... Alors le théorème d'Adamard et de la Vallée-Toussaint, il montre non seulement que la série diverge, hein, ça s'attend à rien, mais il donne un comportement asymptotique. Le comportement asymptotique, c'est log log n. Et log log n, c'est extrêmement long. Log n, déjà, c'est long. Alors log log n, c'est lent. Très, très lent. Ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que si vous programmez sur ordinateur ça, ben, vous avez de fortes chances de conjecturer que la série converge, parce que ça tend tellement lentement vers 0, vers l'infini. Et ce qui vous dit aussi que ne faites jamais de conjecture en arithmétique des entiers à partir d'un ordinateur. C'est toujours extrêmement trompeur. Il y a plein d'exemples dans l'histoire. Voilà, ceci achève la rédaction de cet exercice, en espérant que cette séance vous aura intéressé. Je vous souhaite à tous bon travail. Et surtout, j'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie, madame, monsieur, d'agréer l'expression de mes sentiments distingués. Voilà, au revoir les amis.